En 3 ans, un pays enclavé a brisé sa condamnation annoncée. Là où l'on prévoyait l'effacement, 10 projets structurants, portés par Ibrahim Traoré, redessinent déjà la carte du Burkina Faso. Que change vraiment pour toi ce basculement autour d'Ibrahim Traoré ? Et si Ibrahim Traoré Burkina Faso cessait d'être un simple titre d'actualité pour devenir un précédent mesurable ? Le récit promet ici une chose précise: comprendre comment une stratégie nationale peut produire des résultats mesurables sans s'appuyer sur des ressorts externes. La promesse centrale, tenue depuis les premiers chantiers, repose sur un principe simple. Lorsqu'un État aligne volonté politique, organisation interne et production locale, il modifie la trajectoire de ses services essentiels. Cette cohérence, encore rare dans le Sahel, offre une grille de lecture directe. L'autonomie ne relève pas d'un slogan, mais d'une méthode reproductible. Le risque, lui, est explicite. Sans cadre solide, un pays enclavé peut retomber dans le schéma ancien: dépendance aux bailleurs, vulnérabilité logistique, dilution des priorités. L'enjeu devient alors concret: éviter qu'un modèle importé ne dicte à nouveau le rythme national. Ce micro-hook s'impose: si la souveraineté n'est pas organisée, elle disparaît. La suite du récit montrera comment chaque décision, chaque infrastructure et chaque gain mesurable contribuent à sécuriser cette trajectoire fragile mais déterminante. En 3 années seulement, une donnée tranche dans le silence statistique. Plus de 150 villages ont basculé vers une électricité stable, révélant une accélération que peu d'observateurs avaient anticipée. Cette progression, mesurable et immédiate, sert de porte d'entrée pour comprendre la méthode articulée par Ibrahim Traoré. Le point de départ surprend par sa simplicité. Un pays enclavé, longtemps privé de marge, décide de relier chaque chantier à un autre dans une logique séquentielle. Là où l'on voyait autrefois une accumulation de projets isolés, apparaît désormais une chaîne dont chaque maillon nourrit le suivant. L'énergie précède l'eau stabilise la santé soutient la productivité et la finance consolide l'ensemble. Ce glissement discret transforme une stratégie de survie en architecture cohérente. L'ancien contexte semble presque irréel rétrospectivement. Agriculture dépendante, infrastructures fragmentées, capitaux siphonnés vers l'extérieur, services essentiels incapables d'assurer une continuité minimale. Pendant des années, le Burkina Faso avançait sous perfusion. C'est précisément cette fragilité structurelle que les nouveaux chantiers cherchent à neutraliser. Le récit officiel ne parle pas d'un miracle, mais d'une rupture de rythme. À mesure que la production locale se renforce, l'économie cesse de perdre ce qu'elle crée. Les infrastructures, jadis pensées comme solutions ponctuelles, deviennent des leviers systémiques. L'usine qui transforme, la route qui relie, la lumière qui prolonge la journée utile, l'eau qui stabilise le quotidien. Ces actions modifient autant les indicateurs que les gestes ordinaires. La clé réside dans la continuité. En remettant l'accent sur la capacité interne, produire par soi-même, financer localement, connecter les projets, le pays recompose une chronologie maîtrisée. Replacées dans cette ligne de temps, les décisions d'Ibrahim Traoré cessent d'être des réponses isolées. Elles deviennent une mécanique où chaque avancée renforce la suivante. Le Burkina Faso ne cherche plus à rattraper un modèle extérieur. Il construit une trajectoire qui, pour la première fois depuis longtemps, lui appartient vraiment. Pour saisir ce que produit concrètement la méthode en place, 2 trajectoires ordinaires servent de fil conducteur. Dans un atelier où les machines tournent désormais sans interruption, une ouvrière raconte comment ses journées ont cessé d'être rythmées par l'incertitude. Avant, une panne électrique suffisait à bloquer la production, à retarder les livraisons et à réduire son revenu mensuel. Depuis que l'alimentation est devenue stable, son travail n'est plus une succession d'imprévus. Il suit un cycle régulier qui lui permet d'anticiper, de produire et de se projeter. Ce simple changement, avoir de la lumière quand il faut, modifie sa relation au temps et transforme une activité fragile en métier durable. Dans un quartier périphérique de la capitale, un technicien local, formé sur le terrain, observe une évolution similaire. Il participe à la maintenance d'une installation hydraulique récente qui alimente des centaines de foyers. Là où l'accès à l'eau reposait autrefois sur des tours d'attente et des trajets quotidiens épuisants, les habitants disposent maintenant d'un service régulier. Cette continuité redonne du temps libre, réduit les risques sanitaires
et permet aux familles d'organiser leur journée autrement. Pour lui, chaque réparation n'est plus un geste isolé, c'est un acte qui maintient un système vivant. Ces fragments éloignés mais cohérents montrent ce qui se joue réellement. La transition d'un pays qui subissait ces contraintes vers un pays qui commence à maîtriser son propre rythme. La question implicite devient claire. Quand les services essentiels se stabilisent, que peut encore bloquer l'élan collectif ? Avant 2022, tout semblait figé. Une économie fragmentée, une production incapable de se défendre, des services essentiels qui oscillaient au gré des coupures et des financements extérieurs. Après 2022, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la dynamique bascule. Le récit change de tempo. Déclencheur, montée, puis résonance, sans jamais rompre la cohérence signalée dans les années précédentes. Le premier déclencheur naît d'un constat brutal, des tonnes de tomates pourrissant au bord des routes, tandis que les mêmes produits, transformés ailleurs, reviennent plus chers que le revenu mensuel de nombreux producteurs. Ce contraste met à nu une dépendance structurelle. La réponse s'impose comme un geste fondateur, produire localement, maîtriser la chaîne, redonner de la valeur à ce qui pousse sur le sol national. L'usine Red Gold se met en place, non comme un symbole, mais comme une réparation immédiate. 12 000 tonnes transformées chaque année, des centaines de contrats sécurisés. Les pertes cessent d'être une fatalité. La montée s'accélère quand la logistique rejoint la production. Une route stratégique est financée à hauteur de 120 millions de dollars reliant Bobo-Dioulasso au littoral ivoirien. Le corridor s'ouvre, les camions circulent plus vite. Les produits quittent enfin les zones enclavées sans s'effondrer sous les coûts de transport. Le pays respire. Les villages isolés se reconnectent. La circulation cesse d'être une contrainte et devient un levier. Puis, l'énergie s'impose comme colonne vertébrale. Le programme Yellen électrifie plus de 150 villages et transforme le quotidien de près de 300 000 habitants. Les écoles reprennent les cours du soir, les hôpitaux abandonnent les lampes de poche, les commerces prolongent leurs horaires. La nuit n'est plus un obstacle, c'est une ressource. Le lien entre énergie stable et activité productive se révèle sans ambiguïté. L'eau suit avec la même logique. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes, sécurisant l'accès de 600 000 personnes et stabilisant l'agriculture dans plusieurs zones. L'accès à l'eau potable grimpe vers 70%. Les maladies hydriques reculent. Les récoltes cessent d'être entièrement soumises aux caprices de la saison sèche. Les habitants découvrent un service qui, pour la première fois depuis longtemps, ne s'interrompt plus. La résonance culmine lorsque la finance referme la boucle. La Burkenbank ouvre 67 agences, accorde plus de 15 000 microcrédits et rapatrie 60% des dépôts nationaux autrefois immobilisés à l'étranger. La liquidité redevient nationale. Les petites entreprises trouvant enfin un capital qui ne dépend pas d'intermédiaires extérieurs. L'argent produit au Burkina Faso commence à travailler pour le Burkina Faso. À ce stade, les effets se multiplient. Les revenus agricoles augmentent d'environ 40%. Les PME émergent là où il n'y avait que de la survie. Les axes routiers réduisent les coûts de transport de moitié. Les écoles de brousse fonctionnent en double horaire. Les villages du Sahel repoussent l'obscurité pour la première fois depuis des décennies. Chaque service amélioré renforce la cohésion. Chaque chantier terminé contredit un doute ancien. Ce flux continu et lisible montre ce qui définit réellement la méthode portée par Ibrahim Traoré. Une succession d'actions courtes, reliées entre elles, qui transforment un pays non par proclamation, mais par résultat immédiat. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, moins de 15% des villages du Burkina Faso disposaient d'une électricité stable. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 48%. Un delta qui révèle la profondeur réelle de la transformation. Ce passage d'un service rare à un service fiable réorganise silencieusement le quotidien. La lumière prolonge le temps utile, améliore l'apprentissage et stabilise les activités économiques, même dans les zones périphériques. Le premier bloc chiffré concerne l'énergie. Le programme Yellen a relié plus de 150 villages au réseau solaire, créant un socle opérationnel qui n'existait pas auparavant. Les écoles ont immédiatement réintroduit les cours du soir, car la continuité lumineuse réduit les interruptions et augmente les heures d'apprentissage utiles. Les hôpitaux abandonnent les lampes de poche, retrouvant une capacité de soins nocturnes régulière.
L'électricité, jadis intermittente, devient une variable prédictible. Son impact est direct. Là où le service est stable, la productivité augmente et les activités se synchronisent mieux avec les besoins des familles. Le second bloc structurant se lie dans l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres destinés à près de 600 000 habitants, assurant une sécurité hydraulique que les anciennes installations ne garantissaient plus. Ce volume n'est pas anodin. Il stabilise la production agricole, réduit les maladies d'origine hydrique et sécurise la continuité scolaire en période sèche. L'accès à l'eau potable grimpe vers 70%, un bond qui allège les dépenses médicales des foyers et renforce la résilience sanitaire. L'eau cesse d'être une contrainte structurelle, elle devient un actif stratégique directement lié à la stabilité locale. Le troisième axe concerne la finance. La Burkenbank a ouvert 67 agences, accordé plus de 15 000 microcrédits et rapatrié environ 60% des dépôts nationaux auparavant immobilisés à l'étranger. Ce mouvement, discret mais essentiel, reconstitue une liquidité interne qui soutient la petite production au lieu de la laisser dépendre de flux externes. Chaque microcrédit crée un effet multiplicateur. Il finance un commerce, stabilise une activité ou permet d'acheter un outil qui augmente immédiatement le revenu. La relocalisation des dépôts, elle, initie un cycle vertueux. L'argent produit localement circule à nouveau dans le tissu national. Ces trois ensembles chiffrés, énergie, eau, finance, révèlent une architecture méthodique. Chacun des gains mesure une transformation précise. La lumière prolonge les heures actives, l'eau sécurise la santé et l'agriculture, et la finance alimente la production. Ensemble, ils composent un système qui renverse la logique d'impuissance longtemps imposée au Burkina Faso. Là où l'on voyait des faiblesses, se forment désormais des leviers. Dans cette perspective, la stratégie voulue par Ibrahim Traoré prend une dimension plus lisible. Elle ne repose pas sur une accumulation de projets, mais sur une séquence mesurable. Produire, compter, corriger, aucune donnée n'est décorative. Chaque pourcentage sert de repère opérationnel, chaque progression alimente une décision suivante. Le modèle ne promet pas la perfection, il promet un rythme reproductible. Deux critiques structurées reviennent lorsque l'on analyse la trajectoire actuelle du Burkina Faso. La première affirme qu'un pays enclavé ne peut soutenir durablement son appareil productif en réduisant l'aide extérieure. Selon cette logique, la baisse des financements internationaux expose l'État à un risque d'asphyxie budgétaire. Sans ressources maritimes, sans marge minière majeure, sans partenaires financiers puissants, chaque infrastructure deviendrait difficile à s'entretenir. La dépendance réapparaîtrait dès qu'un choc extérieur se produirait. La seconde critique souligne la fragilité d'un modèle reposant sur l'autonomie financière. Elle avance que la production locale, même en croissance, ne suffirait pas à remplacer les importations, que les recettes rurales demeurent trop limitées pour compenser le retrait d'acteurs étrangers, et qu'un ralentissement des flux régionaux pourrait briser l'élan économique. Dans cette vision, la souveraineté affichée ne serait qu'une parenthèse, vouée à s'effriter face aux contraintes structurelles. Ces arguments, cohérents et rationnels, méritant d'être pris dans leur forme la plus forte. Pourtant, ils se heurtent à plusieurs résultats mesurés depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Les recettes agricoles ont augmenté sous l'effet de la transformation locale, ce qui montre que la production cesse de se perdre dans des circuits inefficaces. La liquidité interne s'est renforcée grâce au rapatriement d'environ 60% des dépôts nationaux, permettant aux microcrédits de stabiliser des milliers de petites activités. Le corridor logistique, financé à 120 millions de dollars, a ouvert un axe régional utilisé par les partenaires voisins, réduisant le risque d'isolement annoncé par les critiques. Ainsi, les objections ne disparaissent pas, elles se reconfigurent. Elles rappellent qu'un modèle autonome reste vulnérable, mais elles montrent aussi qu'il n'est plus dépendant au même degré. Le pays avance sur une frontière étroite, entre risques réels et preuves tangibles que les résultats, lorsqu'ils sont mesurés, peuvent contester les pronostics les plus pessimistes. L'élan change de nature. Jusqu'ici, le récit semblait dominé par les infrastructures, mais la bascule réelle se joue ailleurs, dans la manière dont les communautés s'approprient les outils mis en place. Ce retournement discret constitue le véritable point médian. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'autonomie cesse d'être un programme institutionnel pour devenir une pratique quotidienne,
répétées, transmises et stabilisées par ceux qui en bénéficient directement. Dans plusieurs villages électrifiés, les habitants assurent eux-mêmes la maintenance des installations solaires, sans attendre de directives extérieures. Dans les ateliers liés aux nouvelles chaînes productives, les ouvriers forment les recrues récentes, reproduisant des gestes qu'ils maîtrisaient à peine quelques mois plus tôt. Dans les écoles reconnectées à une énergie régulière, les instituteurs prolongent spontanément les cours du soir, convaincus que la lumière vaut autant qu'un manuel. Ce glissement transforme la logique initiale. Les projets ne fonctionnent plus comme des blocs isolés, ils deviennent des habitudes collectives. La souveraineté se matérialise dans ce réflexe de prendre en charge, d'ajuster, de maintenir. Et c'est précisément cette culture émergente qui redéfinit le centre de gravité du modèle. Le pays ne dépend plus uniquement des chantiers, il s'appuie désormais sur des pratiques capables de survivre à leurs initiateurs. Les effets concrets de la transformation initiée sous Ibrahim Traoré apparaissent à travers 4 groupes dont les trajectoires se redéfinissent simultanément. Chacun illustre une facette de la nouvelle cohérence nationale. Énergie, eau, finances et logistique ne produisent pas seulement des infrastructures, ils modifient la manière de vivre, de travailler et d'apprendre. Les répercussions ne sont pas spectaculaires, mais continues, mesurables et reproductibles. Première trajectoire, les ménages ruraux. Dans des villages longtemps privés de services essentiels, l'électricité issue du programme Yellen réduit la dépense énergétique liée aux lampes à pétrole et libère un revenu modeste mais déterminant. Les cours du soir, redevenus possibles, élèvent immédiatement le niveau scolaire d'enfants qui n'avaient plus d'heures d'études régulières. L'accès croissant à l'eau potable, proche de 70% dans certaines zones, diminue les maladies hydriques et réduit les frais médicaux qui maintenaient les familles dans la vulnérabilité. Les foyers transforment ainsi un service technique en instrument d'avenir. Deuxième trajectoire, les petites entreprises et les commerces. Grâce aux 15 000 microcrédits distribués par la Burkenbank, les petits commerces acquièrent un premier capital circulant. Les dépôts rapatriés, environ 60%, recréent une liquidité intérieure qui finance des investissements sans dépendance extérieure. Les coûts de transport, réduits de moitié grâce aux axes restructurés, augmentent les marges dans l'artisanat, la distribution ou l'agriculture. Les entreprises évoluent désormais dans un écosystème où chaque outil financier soutient la production locale au lieu de l'assécher. Troisième trajectoire, les producteurs agricoles. Les transformations industrielles jouent un rôle décisif. La Red Gold Factory valorise désormais 12 000 tonnes de tomates par an, mettant fin à un cycle de pertes qui ruinait chaque saison des milliers de cultivateurs. Les revenus agricoles progressent d'environ 40%, stabilisant les coopératives qui approvisionnent l'usine. L'infrastructure routière réduit les pertes post-récolte et améliore les prix dans les zones rurales. L'eau du barrage Ziga 2, destiné à près de 600 000 habitants, renforce la capacité d'irrigation et protège les plantations contre la variabilité climatique. Quatrième trajectoire, les territoires du Sahel et l'environnement régional. Dans les provinces du Nord, la lumière issue de Yellen marque une rupture symbolique autant que pratique. La nuit recule dans des zones où l'obscurité dominait depuis des décennies. Les écoles fonctionnent en double horaire, renforçant le capital humain dans un espace souvent négligé. Les délégations venues du Mali, du Niger ou de la Guinée observent désormais l'expérience burkinabé, cherchant à comprendre comment une chaîne cohérente, énergie, eau, finances, logistique, peut être reproduite. Le Sahel cesse peu à peu d'être un espace subissant. Il devient un laboratoire régional. Pris ensemble, ces impacts dessinent une mécanique simple mais robuste. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des effets en cascade générés par une séquence méthodique. Et c'est précisément cette continuité voulue sous Ibrahim Traoré qui permet au pays de transformer des avancées techniques en changements de trajectoires humaines. Dans un scénario de stabilité, la discipline se maintient. Si le pays conserve le rythme actuel, budget ciblé, dette limitée, coordination interne, la croissance pourrait rester proche de 5%, comme l'indiquent les tendances installées depuis la mise en œuvre des 10 projets structurants. Les infrastructures d'énergie solaire et d'eau, déjà opérationnelles dans plus de 150 villages
et autour du barrage Ziga 2 se stabiliserait davantage. La Burkenbank poursuivrait l'intégration digitale de ses services, fluidifiant microcrédit et dépôts. Dans ce scénario, la cohérence voulue sous Ibrahim Traoré continuerait de transformer régulièrement les services essentiels sans rupture majeure. Dans un scénario optimiste, l'intégration régionale s'accélère. Si le Mali et le Niger renforcent la coordination économique et logistique déjà esquissée, un corridor sahélien pourrait émerger plus rapidement qu'attendu. Les investissements locaux augmenteraient, la production agricole progresserait nettement grâce à la stabilisation de l'eau et au renforcement des circuits de transformation. La pauvreté pourrait glisser sous les 25% dans plusieurs zones soutenues par l'effet combiné énergie aux finances. Les délégations régionales, déjà en observation, adopteraient plus vite certains modules du modèle burkinabé. Le pays deviendrait non seulement un point d'ancrage, mais un vecteur d'influence technique au sein du Sahel. Dans l'hypothèse la plus défavorable, une pression extérieure pourrait se renforcer. En cas de restrictions logistiques, de fermeture partielle de marchés ou de tensions géopolitiques plus fortes, la croissance pourrait tomber autour de 2%. L'inflation remonterait, mettant sous tension les revenus ruraux et les petites entreprises. Cependant, les infrastructures s'est posées ces dernières années, énergie fiable, accès élargi à l'eau, corridors routiers, liquidité locale restaurée, joueraient un rôle d'amortisseur réel. Là où les anciens modèles s'effondraient dès le premier choc, la nouvelle architecture pourrait absorber une partie des turbulences sans s'immobiliser. Un point de méthode pour réfléchir. Plutôt que de chercher à deviner lequel des 3 scénarios l'emportera, la question utile devient: quel comportement renforce la résilience interne indépendamment du contexte? Les données montrent que la cohérence, produire, relier, mesurer, reste l'élément qui distingue les trajectoires robustes. Et c'est précisément ce fil conducteur qu'Ibrahim Traoré tente de préserver. Ainsi, les choses sont arrivées à ce point, et une chose est certaine. Ce modèle ne transforme pas seulement un pays, il crée aussi de véritables opportunités pour chaque individu dans la société. Lorsque vous regardez les changements qui se produisent, comme l'accès à l'énergie ou les évolutions agricoles, vous pouvez vous demander: est-ce que cela pourrait arriver ailleurs? Dans les villages auparavant plongés dans l'obscurité, là où l'apprentissage ne pouvait pas se poursuivre, les élèves bénéficient désormais de la lumière, et les cours du soir ne sont plus qu'un rêve lointain. C'est la première étape. Mais en réalité, un écosystème comme celui-ci ne modifie pas seulement des aspects techniques, il provoque un véritable changement psychologique. Lorsque les gens réalisent que ce qu'ils font a un impact direct sur leur propre vie, une nouvelle confiance en soi commence à émerger. Des exemples comme celui de Mariam, employée à la Red Gold Factory, ou de l'enseignant dans un village électrifié, ne font pas seulement leur travail pour un salaire ou un poste, mais parce qu'ils voient la véritable valeur de ce qu'ils accomplissent. Ils deviennent les véritables acteurs de leur propre existence, non pas de simples bénéficiaires des politiques publiques. Il ne s'agit pas uniquement de construire des infrastructures, c'est un changement de mentalité, d'un modèle de dépendance à un modèle où chaque individu est capable de créer ses propres opportunités. Et dans chaque communauté, ce changement génère des individus plus confiants, plus résilients, avec un objectif clair: prendre en main leur avenir. La transformation qui se déroule sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur des slogans ou des promesses irréalistes. Elle s'appuie sur une démarche systématique et mesurable. Chaque étape est soigneusement planifiée et son succès est évalué non pas en fonction des grandes déclarations, mais de résultats concrets visibles dans les villages et les quartiers. Pour garantir la pérennité de cette transformation, le Burkina Faso mise sur une approche pragmatique et détaillée. Identifier les besoins vitaux, puis établir des solutions localisées qui non seulement répondent aux nécessités immédiates, mais créent aussi des leviers pour le futur. L'énergie, l'eau, la santé et la finance sont les piliers d'une souveraineté durable. Ces secteurs, souvent ignorés dans d'autres modèles, sont ici intégrés dans une approche holistique qui garantit leur interconnexion et leur évolution continue. Mais ce n'est pas tout. Cette stratégie repose également sur un facteur crucial: l'autonomisation des individus. C'est dans la formation, dans la création d'opportunités pour les talents locaux,
que réside la véritable clé du succès. Il ne s'agit pas seulement de bâtir des infrastructures, mais de créer une culture où chacun se sent responsable du progrès de son pays. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque projet terminé, chaque village électrifié, chaque microcrédit accordé constitue une preuve vivante que l'autonomie est à portée de main. C'est en agissant maintenant, en bâtissant de manière durable, que Ibrahim Traoré transforme non seulement le pays, mais aussi ses citoyens qui deviennent les premiers moteurs du changement. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est celle de la résilience et de l'espoir incarné. Ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, de routes, d'infrastructures. C'est une histoire de personnes comme Mariam, dont la vie a été transformée par l'opportunité d'agir, de travailler et de voir la valeur de son propre pays. C'est l'histoire des enfants dans les villages qui, grâce à la lumière, redécouvrent l'importance de l'éducation. Ces petites victoires quotidiennes, souvent invisibles, sont ce qui donne de la force à tout le processus. Elles rappellent à chacun que l'autonomie n'est pas un concept abstrait, mais une réalité que l'on peut toucher, ici et maintenant. Chaque lampe solaire installée, chaque pompe à eau qui fonctionne, chaque entreprise locale qui prend son envol, crée un cercle vertueux où chacun devient acteur de son avenir. Ce modèle burkinabé démontre qu'une véritable transformation passe par des actions concrètes et un engagement collectif. À l'instar de Mariam, de nombreux autres citoyens ont désormais l'opportunité de prendre leur destin en main et avec cela, d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous. Au terme de ce parcours, une idée s'impose. La transformation engagée ne repose ni sur des discours héroïques, ni sur des ruptures spectaculaires, mais sur une succession de gestes simples et continus. Éclairer un village, stabiliser un revenu agricole, sécuriser l'accès à l'eau ou soutenir un micro-commerce. Tout cela compose une mosaïque silencieuse où chaque pièce renforce la suivante. Le modèle porté sous Ibrahim Traoré montre qu'un pays peut avancer sans renoncer à son ancrage pourvu que ses citoyens reconnaissent leur propre pouvoir d'agir. Dans cette dynamique, chacun devient un vecteur de cohérence. Les infrastructures ne sont que des supports, c'est l'usage quotidien, répété et partagé qui leur donne sens. Lorsque des communautés prennent l'habitude de maintenir leurs équipements, de former leurs pairs ou de faire circuler les ressources localement, elles transforment la technique en culture. Cette culture-là vaut plus qu'un programme politique. Elle définit la manière dont une nation se projette dans l'avenir. Alors face à ce récit en mouvement, une question demeure ouverte. Quelle part de cette dynamique aurait un jour la capacité d'inspirer ton propre horizon ?